Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis Abby Robinson. J'ai l'honneur d'être l'hôte de ces webinaires. Nous avons des professionnels de partout dans le monde qui vont partager avec nous l'art de la rédaction des demandes de subvention. Je vais vous expliquer un petit peu comment nous allons travailler aujourd'hui. Vous allez voir le titre de la présentation sur l'écran et l'idée est d'avoir une rédaction efficace des demandes de subvention. Tout d'abord, en ce qui concerne la logistique d'aujourd'hui, comme Clara a dit au début, nous avons de l'interprétation simultanée en français et en espagnol. Vous pouvez choisir la langue de votre préférence en bas de l'écran sur l'icône du monde. Nous sommes en train d'enregistrer le webinaire d'aujourd'hui et à la fin, nous aurons du temps pour les questions et les réponses. Vous pouvez écrire vos questions sur la messagerie. Vous pouvez écrire en anglais, en français et en espagnol. N'oubliez pas d'inclure l'interrogation. Vous pouvez prendre note de vos questions et les formuler à la fin, ou vous pouvez faire des questions, poser des questions au fur et à mesure sur la messagerie. L'idée ici est de pouvoir discuter avec des professionnels de partout dans le monde qui ont travaillé avec des propositions et aussi avec, et qui les ont révisées. Passons donc à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Voici ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Est-ce que vous devez voir la deuxième diapo où c'est marqué ordre du jour? Nous allons parler des orateurs, qui ils sont, de leur apprentissage, les leçons apprises au moment de la rédaction des demandes de subvention. Et puis, nous allons avoir un espace pour les questions et les réponses. Et nous aimerions avoir vos questions pour que vous puissiez participer du débat et chaque orateur nous partagera leurs idées et qu'est-ce qui les inspire au moment de la rédaction des subventions. Donc, je vais présenter les orateurs d'aujourd'hui. Abby Robinson, moi-même, je suis américaine, mais je suis au Canada. À Canada, nous avons Christina Anoni au Canada, mais originaire de la Moldavie. Nous avons Karuna Dayan de l'Inde et Narayana Kavi du Népal. Donc, comme je disais, je suis Zabi et cela fait plus de 21 ans que je me consacre à cela. J'ai travaillé avec Atlas Code. Nous travaillons avec des subventions pour le gouvernement des États-Unis et avec des bailleurs des fonds du secteur privé. Ce que j'ai appris dans les plus de 20 ans que j'ai travaillé pour rédiger ce type de propositions est que il faut faire que des notions très complexes soient simples à comprendre en peu de temps. Nous pouvons discuter de cela plus en détail plus tard, mais retenez cela. Il faut que ce que nous faisons, qui est assez complexe, soit rédigé de manière simple pour que ça puisse être compris par quelqu'un qui n'appartient pas à notre monde. Christina, vous avez la parole. Merci, je suis très contente d'être ici. Je suis au Canada et viens de la Moldavie. Je travaille comme conseillère senior pour une ONG ici au Canada. Mon histoire de travail est de l'administration publique, la gestion des projets et j'ai touché plusieurs des secteurs. En termes de rédaction des demandes de subvention, j'ai révisé des propositions pour l'administration publique, pour le gouvernement en particulier, aussi pour des fondations nationales. Alors, j'ai vu plein de propositions et je les ai révisées et aussi j'ai travaillé comme réviseur pour les listes des bailleurs de fonds. Et aussi, j'ai aidé aux ONG à préparer des demandes de subventions. Et avec toutes les organisations avec
lesquelles j'ai travaillé, j'ai beaucoup fait. Nous attendons beaucoup des ONG et ils font un grand travail, spécialement en prenant des brèches où d'autres institutions ne peuvent pas le faire. Et aussi, ils créent des belles propositions et ils font plein d'autres choses qui sont assez difficiles à faire. J'ai vu depuis mon expérience et bien sûr, et la clarification que je veux faire est qu'il y a des différents types de bailleurs de fonds et différents types d'organisations et je vais généraliser pour l'objectif de cet webinaire, mais c'est un cas par cas. Chaque situation est particulière et fréquemment, je vis des organisations qui font des grands travaux, des travaux importants, mais cela ne se traduit pas nécessairement en la perception des fonds qu'ils méritent. Alors, les grandes idées ne sont pas jamais suivies de financement. Malheureusement, il y a plein de raisons pour cela. Les organisations peuvent les contrôler quelques-unes et pas d'autres. On travaille dans des différents domaines de la vie, quand on cherche d'emploi et dans des différentes situations, c'est le cas aussi. L'idée pour ce webinaire est de trouver des manières d'aider les organisations à contrôler les choses qu'elles peuvent contrôler et à développer des demandes de subventions qui soient bonnes. Depuis mon expérience, j'ai vu trois principales raisons pour lesquelles les organisations ne reçoivent pas de financement. À part, bien sûr, la plus grande compétition et la quantité limitée de fonds qui sont disponibles. La première est que les organisations ne comprennent pas bien les nécessités ou les conditions des bailleurs de fonds et les réalités de ces bailleurs de fonds en général. Cela nécessite plein de travail à la maison, de recherche, de prendre des perspectives stratégiques à long terme. Je recommande aux organisations avec lesquelles je travaille d'incorporer les objectifs des collecte de fonds dans leur perspective de planification. Parce qu'un plan, c'est seulement un plan, mais c'est très important et c'est très important de créer un plan de collecte de fonds et de mettre les efforts pour l'obtenir et pour segmenter les types de bailleurs de fonds disponibles, de faire une petite liste pour voir quels types de bailleurs de fonds sont en ligne avec les objectifs des différents projets, parce qu'il y a des différents bailleurs de fonds et il doit y avoir un alignement avec ce que les collecteurs de fonds croient et ce que les collecteurs de fonds fait avec les organisations et ses objectifs. Alors, selon les objectifs à court, à moyen et à long terme, cela va nécessiter une approche de planification stratégique. Et cela me mène à la deuxième raison pour laquelle j'ai vu que des organisations ne reçoivent pas de financement. Plusieurs organisations ne créent pas des rapports. Du point de vue du bailleur de fonds, la plupart des bailleurs de fonds veulent trouver des opportunités pour faire la meilleure utilisation de leur argent. Et c'est très difficile de donner de l'argent à une organisation sur laquelle on ne sait rien. C'est là est le cas en général des organisations qui sont nouvelles, mais ils- les organisations peuvent faire de plus. Ils peuvent créer des rapports avec les bailleurs de fonds et cela peut s'intégrer dans l'approche des planifications stratégiques. Et sur la base des profils des différents bailleurs de fonds avec lesquels on veut s'engager, il faut planifier son engagement avec eux, ce qui est très important. Alors, créer des rapports avec les bailleurs de fonds et aussi avec d'autres partenaires. Des fois, il y a des organisations qui travaillent dans des différents silos et il y a des partenaires auxquels on ne pense pas, universités, fonctionnaires locaux, etc. Il peut y avoir différents partenaires où on ne sait jamais comment les choses marchent avec eux. Et
même du point de vue de la création de confiance, entendre du travail des organisations est très important. Et c'est là, c'est facile, c'est plus facile de faire avec les organisations qui travaillent à niveau local, national. C'est plus facile que le faire à niveau international, mais ce n'est pas impossible. C'est là pour vous donner une perspective de chercher des partenaires qui ne sont pas les usuels. Et la troisième raison pour laquelle j'ai vu que plusieurs organisations ne reçoivent pas de financement est qu'elles ne peuvent pas raconter une histoire attirante. Ils n'ont pas les ressources et des fois, c'est là. Et le cas des organisations petites qui ont des ressources limitées. Et je sais qu'on attend beaucoup des organisations, mais il s'agit d'investir le temps. Et c'est un art, et c'est une compétence, mais c'est plutôt une compétence de raconter l'histoire d'une manière narrative, mais utiliser des métriques. Et mon collègue va expliquer ceci de plus. Il y a plein de ressources disponibles. Cela vient avec l'expérience. Il faut prendre chaque opportunité de financement comme une leçon parce que si une organisation ne reçoit pas de financement, cela ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais recevoir de financement. Cela veut dire que les organisations ne reçoivent pas de financement maintenant. Et c'est une opportunité d'apprentissage. C'est important d'avoir une vision à plus long terme pour l'organisation, de comprendre leurs propres objectifs, qu'est-ce que l'organisation signifie et voir quels partenaires s'alignent avec ces objectifs. Que des rapports, il y a des fois où il y a une phrase que dit demandez de l'argent, vous ne le recevrez pas et demandez un conseil et vous recevrez peut-être de l'argent. Oui, demandez des conseils et parlez à la plus grande quantité de personnes auxquelles vous pouvez et essayez de construire des rapports. Et mon dernier conseil, c'est un partenariat entre deux. Les rapports sont asymétriques parce qu'il y a de l'argent et il y a une question de pouvoir intrinsèque. Mais quand même, les bailleurs de fonds ont besoin de ces partenaires pour exister et à l'inverse. C'est un rapport symbiotique et c'est important pour que les organisations soient plus autonomisées pour comprendre quelle est leur puissance. Et il ne faut pas comprendre que leur objectif est compris. C'est important de trouver une troisième perspective sur votre propre travail aussi et de les aborder comme un partenariat vrai. Excellent, excellent. Merci, Christina. Et c'est très intéressant. Créer des rapports. Nous allons en parler. Merci de cette introduction. Maintenant, nous allons inviter Blessings pour parler de vous et de votre expérience dans la rédaction des demandes de subventions et comment vous vous inspirez. Merci, Abby. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Merci infiniment. J'ai très profité du webinaire. Je m'appelle Blessing Kasolikani. Je suis à Malawi. Mes entreprises sont des centres agrocommunautaires ici à Malawi. L'objectif est d'autonomiser les coopératives, les associations, les ONG et aussi les secteurs privés pour moderniser les ressources, pour mettre en échelle les institutions et aussi les projets qu'ils se proposent. Je veux partager mon expérience. Essentiellement, les expériences que j'ai sont 90 propositions, y compris les PNUD et Build the Future. Mais après, l'objectif est de partager mon expérience pour les
demande de subventions dans différentes institutions. J'ai déjà dit que je travaille avec le secteur privé aussi. Je travaille comme consultant d'entreprise. J'ai l'opportunité de travailler avec le secteur privé et les organisations du gouvernement et aussi le secteur public. Alors, j'ai des différentes expériences par rapport à l'approche et les concepts à inclure dans les propos de financiation. Depuis mon expérience, j'ai travaillé comme gérant des programmes seniors pour l'Association d'agriculteurs de Malawi et j'ai travaillé dans des propositions de financement beaucoup de temps. Et par mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y a trois clés que je veux partager avec vous qui ont amélioré ma capacité de rédaction des propositions. D'abord, connaître le type de proposition. Je comprends qu'il y a des différents types de demandes de subventions. Nous devons connaître quel type de demande, à quel type de demande nous répondons, parce qu'il y a des différents types de demandes pour les différents projets. Par exemple, il y a des demandes formelles en général. On nous donne des modèles et les domaines qui sont dans le financement, les domaines où nous devons nous concentrer, dont le projet doit s'occuper. Il y a des propositions non tellement officielles où nous pouvons développer notre propre proposition complète, où nous ne sommes pas tellement restreints par les différentes caractéristiques ou les différentes notions, mais que nous développons le nôtre. C'est vraiment très important alors de connaître la demande de subvention à laquelle nous répondons. Nous devons suivre les termes de référence ou les guides ou les instructions. En général, nous avons des propositions où il y a des différents guides pour les propositions. Ceci nous montre les différentes catégories et nous devons suivre toutes les directrices que nous a données et toutes les procédures, des modèles. Et des fois, nous sommes limités. Nous devons suivre tout cela. Le deuxième exemple que je voulais partager et qui m'a aidé est aussi les commentaires que nous obtenons des bailleurs de fonds qui ont un grand impact. Le domaine de l'impact, quand nous rédigeons une proposition, est très important. Nous devons montrer nos impacts par catégorie. Nous ne devons pas, nous devons indiquer les impacts sociaux ou environnementaux que notre intervention va fournir et aussi nous devons inclure les statistiques, les chiffres. Si nous parlons d'impact, combien de bénéficiaires aurait-il? Combien de bénéficiaires directs par nos interventions? Et combien de bénéficiaires indirects dans le projet? Tout cela veut dire que nous devons inclure des chiffres, des statistiques. Et aussi, c'est très important que notre écriture soit soutenue par des références. Ce troisième point est lié à la durabilité du projet. En général, dans mon expérience, les bailleurs des fonds demandent une preuve de que l'intervention que nous partageons est possible, que ce n'est pas seulement un souhait, mais qu'il s'agit plutôt de quelque chose de concret et que nous avons des études, des recherches qui soutiennent que cela est possible, des statistiques dans leur pays. Ils sont en train de faire une élaboration de rapports. Donc, nous pouvons utiliser toutes ces données
afin de prouver que notre projet sera faisable. Aucun donateur souhaitera soutenir un projet qui va finir juste après la période où la subvention sera octroyée. Donc, nous avons besoin d'une évidence pour garantir la continuité de l'organisation au-delà de la période où la subvention sera octroyée. En général, cela doit avoir lieu après cette période, après la période de soutien des bailleurs des fonds. Peut-être nous aurons besoin d'autres revenus, sources de revenus, d'autres stratégies afin d'attirer d'autres fonds pour l'organisation afin que les bailleurs de fonds puissent voir qu'après la période de la subvention, ils pourront continuer à soutenir le projet et que les bénéficiaires vont continuer de grandir, qu'il y en aura de plus en plus de bénéficiaires. En général, tous ces points se réunissent et nous pouvons présenter une proposition de projet complète. Et je crois que donc ces trois points clés sont vraiment très importants lorsque l'on fait une planification ou lorsque l'on rédige une proposition afin de demander des subventions de la part d'organisations et des bailleurs des fonds. Donc, pour conclure, je pense que c'est très important dans les différents aspects que je viens de mentionner, améliorer les chiffres, les données, être spécifique, comme j'ai dit. Merci, merci beaucoup, Blessing, pour tous ces commentaires. En ce qui concerne les chiffres, comme tu as mentionné, et comme tu as dit, lorsque les projets finissent, nous pouvons nous concentrer sur les stratégies. Même si nous n'avons pas d'autres bailleurs de fonds, nous pouvons nous concentrer sur les stratégies. Nous allons maintenant passer la parole à Karuna. Vous pouvez vous présenter, partager vos perspectives, vos points de vue. Merci beaucoup, Avi. J'espère que vous m'entendez correctement. Oui, nous pouvons vous entendre correctement. Merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Karuna Dayal. Cela fait plus de 16 ans que je travaille dans ces domaines. Je suis en Inde, à Mumbai, et je travaille dans l'Institut des technologies en Inde, qui est un institut premium en Inde. Et nous avons des connaissances académiques sur différents domaines et pour les étudiants du doctorat et des maîtrises dans notre pays. J'aime également travailler avec des secteurs de développement en Inde et cette expérience, je l'ai acquise de moi-même grâce au travail dans différentes organisations partout dans le monde et également dans les secteurs des organisations à but non lucratif qui m'a permis de travailler dans la rédaction des propositions dans le cadre des organismes internationaux. Cela peut dépendre de l'endroit où vous vous trouvez, mais j'essaierai d'être succincte et claire pour que cela soit utile pour vous. Je crois que les expériences dans le domaine qui est le plus important pour la rédaction des propositions est fondamentale et également de montrer quels sont les chiffres pour rédiger une proposition spécifique. Mais nous devons faire attention également au contexte culturel. Dans les domaines de la santé, de la technologie, des soins, il faut prendre en compte tout cela.
J'ai travaillé dans la rédaction des demandes de subventions pour différentes institutions, pour des agences des Nations Unies. Donc, il faut prendre en compte toutes les parties intéressées, les parties prenantes et aussi les expériences passées. Je pense que nous devons prendre 4 points lorsque l'on rédige des propositions. Quelque chose que j'aurais marqué dans mon expérience dans les organismes à but non lucratif est que les personnes travaillent toujours jusqu'au dernier jour qu'ils ont pour rédiger les propositions. En général, il faut avoir une responsabilité claire et quelqu'un qui se charge de cela dans l'équipe. Pour moi, ceci est essentiel. Aussi, en ce qui concerne les métriques, nous devons avoir une connaissance des propositions et du projet également. Nous devons bien comprendre les sujets sur lesquels nous allons écrire et nous devons écrire de manière claire et spécifique. Par exemple, s'il s'agit d'un projet pour les personnes qui ont besoin, des femmes par exemple qui ont besoin de certains soins, nous devons avoir le sujet très en clair dans notre tête pour mieux faire la rédaction et aussi quelles vont être les questions des bailleurs. Et c'est qu'ils vont demander quelles sont leurs attentes. Nous devons bien connaître la proposition. Nous devons travailler sur différents domaines et nous devons avoir également, comme je disais, une grande connaissance de ces domaines, peu importe si c'est aux États-Unis, au Canada, en Afrique ou en Australie. Nous avons une connaissance et une expérience et nous pouvons la communiquer, mais lorsqu'il faut rédiger les propositions de financement, parfois, nous voyons que ce n'est pas si simple et que nous n'arrivons pas à exprimer les choses de manière claire sur papier. La communication entre les différentes cultures est également très importante car avoir une proposition bien rédigée en anglais ou en n'importe quelle langue est vraiment important. Il est également important de communiquer nos attentes de manière claire. Certains des projets dont nous avons parlé, nous pouvons peut-être connaître les parties prenantes, les bénéficiaires, comme Christina et Blessings ont mentionné. Savoir qui sont les bénéficiaires est également très important. Et pouvoir l'exprimer, les rédiger sur papier est un autre domaine et c'est vraiment un domaine très important. Un dernier point que je souhaite souligner est la technologie et de quelle manière la technologie peut améliorer nos capacités de rédaction des propositions de subventions. 1 ou 2 fois par mois, j'essaie de prendre des cours et il y a souvent des formations proposées sur la technologie. Et c'est ce que je souhaite vous demander. Si vous utilisez la technologie pour travailler, si vous la maîtrisez ou pas. Merci, Karuna. Merci beaucoup.
J'ai bien aimé la question que tu as formulée à notre public et j'ai beaucoup aimé les commentaires sur le contexte culturel, comment combien il est important d'inclure notre culture, la culture du bénéficiaire. Tout cela doit être pris en compte pour avoir une compréhension ample du sujet. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons donner la parole à notre dernier intervenant, Narayan Adhikari du Népal. Bonjour, Abby. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Narayan Adhikari. Je suis au Népal. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le Népal, mais si vous souhaitez avoir du succès pour trouver des bailleurs de fonds, vous devez faire des amis, faire des copains et vous devez prendre du temps pour réfléchir. Je me consacre au secteur du développement en tant qu'activiste et pendant 20 ans, j'ai travaillé en tant qu'activiste sur la gouvernance et maintenant je suis responsable d'une organisation à but non lucratif. J'ai beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances sur ces sujets et ce que je tiens à partager avec vous est quelque chose que je ne dis pas que vous devez faire absolument, mais qui peut être intéressant pour vous lorsque l'on parle du succès dans la collecte des fonds et la durabilité. Le plus important, à mon avis, est que la collecte de fonds doit être encouragée par la passion et être passionné par ce que l'on fait, comment on le fait, et cela est vraiment essentiel. Nous devons pouvoir transmettre cela aux bailleurs de fonds à travers les propositions, à travers les différentes réunions. Euh, c'est vraiment important de communiquer aux bailleurs de fonds et les contacter dans les domaines qui nous passionnent. Et si je dois partager avec vous mon expérience, si parfois nous ne sommes pas si proactifs et nous devons être vraiment proactifs et chercher des vraies opportunités, envoyer des mails, être vraiment actifs. Mes collègues ont parlé de l'importance de la rédaction, de mieux communiquer les chiffres, les données, et je pense que nous devons évaluer les cas, car il y a des bailleurs de fonds qui donnent beaucoup d'importance aux données, qui donnent beaucoup d'importance aux chiffres, et d'autres, au contraire, sont plus intéressants au discours local, comment ces histoires vont avoir un impact et faire une différence dans la population et pour les bénéficiaires. Donc, nous devons analyser les attentes des différents bailleurs des fonds. Et puis, il y a parfois une erreur qui est commise car nous envoyons toujours la même proposition réchauffée, pour ainsi dire. Et ça, c'est une erreur. Nous devons élaborer des nouvelles propositions. Parfois, je reçois la même proposition que j'ai reçue il y a des années de la part de la même personne. Il faut un copier-coller, il change quelques mots, mais la rédaction est la même, est exactement la même. Je vous prie de ne pas faire cela. Il faut être innovateur
Et il faut pouvoir raconter des nouvelles histoires et cela nous donnera plus de crédibilité et cela donne une approche unique du point de vue du bailleur des fonds. Il faut être également très authentique. Lorsque l'on rédige une proposition, parfois nous disons, bon, nous allons tout faire. Donc nous disons au bailleur, on est en train de transmettre cette idée au bailleur des fonds que si l'on reçoit par exemple 10 000 $, nous allons leur rendre un travail égalitaire à 20 000 $ pour donner un exemple. Et il faut être réaliste, il faut être honnête et dire quels sont nos points forts, nos valeurs, quelle est notre singularité. Et je pense que beaucoup de donateurs réfléchissent à tout cela. Une autre question importante est qu'il ne suffit pas avec de recevoir de l'argent. Il faut continuer à cultiver le rapport. Il faut tenir l'organisation financière informée. Il faut continuer à leur envoyer des salutations et ça ne suffit pas avec les envoyer un rapport de temps en temps. Il faut tenir un rapport aimable, personnalisé pour qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de faire. Alors, la narrative, les rapports de progrès, tout ça sont des formalités, n'est-ce pas? Et cela fait pas de vos obligations. Et pour plusieurs, cela ne sera pas suffisant. Devez continuer à cultiver un rapport constant. Vous devez les tenir informés et leur demander conseil. Par exemple, qu'est-ce que nous pouvons améliorer? Est-ce qu'il y a une manière de nous connecter avec d'autres entités? Alors, nous pouvons demander à ces organisations avec qui vous travaillez de plus, d'autres. Quelle est la portée de votre communauté? Est-ce que nous pouvons ajouter de la valeur? Il faut continuer à demander et d'ajouter de la valeur et pour recevoir des commentaires. Et cela est très utile pour moi quand j'essaye de cultiver mes rapports. Une autre chose que j'ai aussi appris est que si nous ne sommes pas certains, nous ne devons pas envoyer la demande. Il y a des gens qui envoient des demandes partout. Et je suis d'accord avec Aruna, nous sommes très occupés, nous disons mes priorités sont les fonds, alors je vais demander, demander, demander. Et je vais compter chaque minute et chaque heure. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'envoyez pas la demande parce que autrement, cela va engendrer une certaine perception à l'organisation qui sont des fonds. Ils vont avoir l'impression, ces gens demandent partout et ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et cela va miner votre crédibilité. Par rapport à la métrique, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des métriques de financement. Nous avons les registres des demandes que nous avons faites où et chaque 6 mois, chaque 3 mois, nous faisons une analyse. Nous regardons où nous avons bien marché et nous étudions ce que nous avons mieux fait. C'est ce marche mieux pour nous et nous grandissons. Et peut-être la fondation nous dit, bon, vous avez grandi, alors nous allons nous concentrer autrui. Mais nous devons apprendre à recevoir les subventions des gouvernements, des organisations internationales. Alors, les métriques nous aident à regarder où allons bien et ce que nous devons faire pour grandir. Je vais m'arrêter ici et merci de m'avoir entendu. Si vous avez des questions, je serai pour vous répondre. Merci, Narayan. Très intéressant. Et une autre fois, vous avez mis l'accent sur demander des conseils. Et j'ai vu Narayan en action et il essaye toujours de faire des contacts, de développer des amitiés parce que ce n'est pas quelque chose du transactionnel seulement. Nous voulons communiquer les gens. C'est une manière de le faire aussi. Merci infiniment, Nadaya. Alors que nous avons attendu toutes les perspectives de nos orateurs, nous allons commencer avec le débat. Ce que nous avons préparé sont 5 domaines clés. Nous allons nous insérer dans chacune et nous allons après recevoir des demandes publiques. Je vois qu'on a déjà mis des
demandes. Merci beaucoup. Une des questions que nous avions pour nos orateurs, est-ce que vous avez des ressources que vous utilisez, des sites Internet? Vous pouvez inclure cela dans vos réponses parce que les gens qui sont venus au webinaire veulent savoir où trouver ces informations. Alors, la première question sera l'écriture, la rédaction. Christine, je vais vous demander de commencer. Ce que nous voulons savoir est comment vous alignez votre langage avec les intérêts du bailleur de fonds et quelles sont les questions communes que vous avez préparées en général. Quel type de questions doivent être prêtes pour que l'organisation réponde? Nous commençons par Christine, après nous allons continuer avec les autres. Bon, je pense que c'est une question de trouver l'équilibre. Je recommande d'être le plus euh, loyal à l'organisation, à vous-même que possible. Soyez honnête, cela se voit dans les demandes de subvention. Être fidèle à vous-même. Et je veux le connecter avec quelque chose que j'ai déjà dit et que mes collègues ont dit aussi. Il est très important de connaître l'organisation barrière de fonds. Il faut faire les devoirs, de connaître ce qui intéresse à eux de plus, peut-être les métriques. Il faut comprendre avec qui nous parlons et il faut se comprendre soi-même. Comme Keruna a dit, il faut comprendre le travail que nous faisons parce que ce serait dommage de avoir passion pour le sujet sans être capable de le transmettre dans notre demande de subvention. Par rapport à la rédaction, ne supposez pas que l'organisation connaît votre réalité ou qu'elle connaît la réalité des personnes avec lesquelles vous travaillez. Essayez d'inclure les voix de la population avec laquelle vous travaillez dans votre demande. C'est quelque chose que nous ne voyons pas si fréquemment que nous le voulions. Il est important de montrer notre engagement. Je vais vous donner quelques exemples qui sont des anecdotes, mais qui vont aider à raconter l'histoire. Il y a une organisation qui a demandé une subvention, on les a invités à faire un entretien et l'organisation a présenté une attitude qui n'est pas intentionnelle, mais l- leur attitude était, bon, si vous ne nous donnez pas l'argent, nous allons continuer avec notre travail quand même parce que nous sommes passionnés et nous croyons à ce que nous faisons. Et cela a dit quelque chose de l'organisation bailleur de fonds parce que cela a distingué cette organisation des autres. Soyez fidèle à vous-même. Et si vous ne connaissez pas ce qui est important pour l'organisation barrière de fonds, bien sûr, vous pouvez faire des recherches sur Internet, mais cela vous convient de parler avec des bénéficiaires des fonds de cette organisation. Les organisations n'ont pas de problème à en parler et vous pourrez obtenir des informations très utiles sur comment les choses fonctionnent. Ou peut-être si vous demandez une subvention depuis des années et vous n'avez pas de succès, je te dirais, qu'est-ce qui se passe? Je ferai de l'introspection parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on ne nous donne pas les fonds. Mais si nous appliquons toujours la même formule, peut-être il y a besoin de faire des changements. Et oui, demandez des conseils. Quand vous rédigez votre demande de subvention, demandez des conseils aux gens qui sont en dehors de votre organisation parce que nous avons des préjudices dans notre travail. Et c'est important d'avoir des préjudices et c'est important d'en sortir et de demander des perspectives externes aussi. Alors, travailler avec des amis, avec d'autres organisations et demander des conseils. Merci beaucoup. Demandez des conseils. Et à notre rappel, ici en mars, vous pourrez envoyer votre demande et vous recevrez des commentaires. Comme Christine vient de dire, c'est très utile.
Pour les autres orateurs, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur la question de rédaction de la proposition? Bon, je voudrais dire quelque chose. Oui, allez-y, Blessings. Je crois qu'on a parlé des questions très importantes. Les rapports avec l'organisation bailleur de fonds. Des fois, les gens complètent le formulaire de demande sans vraiment comprendre à qui on va le présenter, quelle est leur mission, quel est leur objectif. Il faut comprendre l'organisation de laquelle on demande de fonds. Il faut faire ce travail de recherche. Il faut voir à qui ils ont donné des fonds avant pour nous concentrer dans des domaines qui vont être plus importants pour eux. La deuxième question dont je voudrais parler est qu'il faut faire attention au vocabulaire que nous utilisons. Les organisations bailleurs de fonds, en général, ont leur propre terminologie par rapport au projet avec lequel ils travaillent. Il faut alors comprendre l'organisation bailleur de fonds. Il faut étudier le vocabulaire, la terminologie qu'ils utilisent pour que notre terminologie aille dans la même ligne. Il ne faut pas le présenter comme si nous le faisions pour nous-mêmes. Notre terminologie doit être alignée avec celle de l'organisation. Il ne faut pas être hyper technique parce que peut-être l'organisation ne comprendra pas ce terme technique. Il faut s'aligner avec les domaines dans lesquels l'organisation bailleur de fonds se concentre. Et il est important de quantifier l'impact aussi. Je l'ai déjà dit, mais ceci est lié au quatrième aspect du débat. Il faut être capable de montrer notre certitude, notre confiance, parce que on ne va pas donner des fonds à une organisation qui a des problèmes dans des compétences clés. Par exemple, ils vont chercher des organisations qui ont un groupe fort, des personnes bien formées, avec de l'expérience, parce qu'on va vous donner de l'argent. Ils doivent être certains que vous savez comment l'utiliser. Vous devez montrer la force de votre équipe, que vous êtes à l'auteur de ce que vous voulez faire. L'organisation veut être certaine qu'ils vont donner de l'argent à quelqu'un qui sait comment l'utiliser, qui se sont déjà bien formés, qui peuvent gérer l'argent bien. Il faut montrer que nous pouvons le faire. Et si nous sommes nouveaux, si nous sommes une start-up, par exemple, il faut travailler avec des organisations qui ont et de l'expérience. Être capable de travailler avec tel type de gens afin d'avancer avec le projet. Si vous êtes à une startup, mais si vous avez déjà de l'expertise, que vous avez déjà travaillé avec des grands projets, bon, vous n'avez besoin de travailler avec d'autres entreprises. Ceci, quand vous rédigez votre demande, il faut aligner la terminologie et démontrer que vous êtes une institution qui est capable de faire votre tâche. Merci beaucoup. Merci Blessings pour ces commentaires, ces excellents commentaires. Et c'est important de prendre cela en compte parce que parfois, il y en a qui ont des projets à long terme, mais d'autres qui sont nouveaux. Donc, il faut pouvoir démontrer les capacités de l'équipe. Donc, lorsqu'il s'agit d'un nouveau projet, on peut dire notre équipe est bien présente dans la communauté ou connaît très bien le sujet de la gestion de ressources. Il y a beaucoup d'éléments au-delà du projet ou du programme afin d'établir cette crédibilité. Un bon rappel du fait qu'il faut pouvoir démontrer la crédibilité de l'équipe dans la communauté, les capacités. Maintenant, je souhaite parler un petit peu
de métriques dans le cadre de la rédaction. Les métriques sont liées aux chiffres, aux indicateurs. Nous avons une question liée aux métriques de quelqu'un qui travaille il y a des années sur un laboratoire de la reddition des comptes et pourriez-vous nous raconter l'évolution des métriques? Quelles étaient les métriques qui étaient utilisées avant? Quelles sont les recommandations pour notre audience aujourd'hui? Merci beaucoup, Abby. Les métriques n'étaient pas un sujet qui me plaisait beaucoup lorsque j'étais consacrée à à la rédaction, mais parfois, on n'a pas vraiment le choix. Il y a plusieurs outils traditionnels que tout le monde connaît. Il y en a une qui s'appelle Sort Analysis, qui est très utile. Ce n'est pas ce que j'aime le plus à faire, mais il faut faire ce que cet outil nous aide à faire. Ordonner les informations, faire une analyse. C'est ce que les bailleurs de fonds vont nous demander à chaque fois. Et cela est toujours très utile car ça nous permet de voir où nous en sommes, quels sont nos points forts, nos points faibles, quelles sont les opportunités qui sont devant nous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi, mais cela nous permet d'être dans une approche qui nous permet de réfléchir autrement par rapport à nos points faibles et à nos points forts. Peut-être vous croyez que vous aviez certains points forts et lorsque vous discutez avec vos partenaires, les gens avec lesquels vous travaillez, vous trouvez d'autres points forts et qui pourraient avoir plus d'influence et qui pourraient être plus significatifs pour les bailleurs des fonds. On ne sait jamais. Donc, même si cela ne nous plaît pas vraiment, il faut l'utiliser, il faut utiliser les métriques car cela nous permettra d'ouvrir des portes. Nous avons un autre outil, Doc Friends, qui nous aide à quantifier les idées et l'impact et le produit, les résultats de notre travail. Cela nous permet d'avoir un tableau avec une certaine logique pour pouvoir organiser les informations. En général, les gens commencent à rédiger la partie analytique, mais après, les gens sont un petit peu perdus par rapport aux chiffres, aux activités, etc. Avec ce type d'outils, de registres, nous pouvons voir quel est le chemin que nous souhaitons suivre, quelle est la rédaction que nous souhaitons faire, quels sont les efforts que nous souhaitons faire à cet égard. Et cela va être lié également avec nos points forts existants, avec nos capacités et aussi avec les capacités et les intérêts des bailleurs de fonds. C'est des choses simples, basiques, que vous connaissez très bien. Nous avons tous passé par là, mais parfois, il y a beaucoup de questions qui surgissent de la part du bailleur des fonds. Par exemple, quelle est votre analyse politique de l'économie au Népal? Pour donner un exemple, il s'agit des questions qui peuvent être complexes à répondre, mais il faut les répondre. Il faut pouvoir les répondre. Autrement, nous ne serons pas pris en compte pour la révision de la proposition. Donc, il faut faire une rédaction claire. Je crois que le défi le plus important est que parfois il y a certaines questions qui sont posées et par exemple, on nous pose cinq, six questions, mais nous répondons tout dans la première question. Parfois, il pose des questions liées à notre capacité pour gérer les projets.
Il y a quelque chose qui arrive d'habitude avec les gens comme moi, que nous ne sommes pas anglophones. Nous souhaitons dire, transmettre beaucoup d'idées, dire beaucoup de choses, mais nous ne savons pas bien comment le faire et nous essayons de tout écrire dans la première question, dans la deuxième question et nous perdons des vues quel était le but de cette question et que pouvons-nous transmettre de manière unique comme réponse à ces questions. Nous devons analyser soigneusement les questions, car lorsque les experts révisent les questions et les propositions, doivent suivre certaines règles et ils ne veulent pas s'écarter de ces règles. C'est un système assez spécifique avec ses propres règles et il faut bien comprendre quelles sont ces métriques d'évaluation et voir comment pouvons-nous rédiger nos réponses en prenant cela en compte. Au moins, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne sais pas si cela va pouvoir s'appliquer dans tous les cas, si ça aura du sens pour ceux qui nous aident, mais comme je disais auparavant, il n'y a pas le choix. Nous devons utiliser les métriques. Et je tiens à souligner un autre élément que je trouve très important. Ce qui compte, c'est les leçons apprises jusqu'à maintenant. Nous devons appliquer ces leçons apprises. Exactement. Il y a eu une question de la part du public et je vais changer l'ordre des questions pour pouvoir la poser maintenant. Quelqu'un dans le public nous a demandé si c'était possible de collecter des fonds en racontant l'histoire d'un échec. Vous avez parlé de la narrative, de pouvoir utiliser les histoires pour raconter un parcours. Et est-ce que vous avez un exemple de cela, de saisir un échec, l'histoire d'un échec pour pouvoir demander des fonds? Je voudrais partager avec vous mon expérience à un moment où c'était vraiment très difficile de trouver des bailleurs des fonds. Par exemple, lors de la pandémie, il y avait différentes manières de rédiger quelles étaient nos capacités dans le cadre de la rédaction des propositions. Et au début de la pandémie, au tout début, nous étions tous confinés, tout était mélangé, nos espaces personnels, de travail. Il y avait des personnes qui travaillaient en première ligne. Donc, je tiens à partager mon expérience. Dans mon cas particulier, je trouvais très difficile pendant un an. Je me disais que ça allait être de plus en plus difficile de trouver des fonds, de pouvoir trouver des bailleurs des fonds en Inde pour des organisations à but non lucratif. Les échecs, en général, ne sont pas quelque chose que l'on trouve attractif ou que l'on pense qui peuvent attirer de bailleurs de fonds, mais c'est vrai que nous devons apprendre de ces échecs. Les coordinateurs qui faisaient partie du programme, de l'équipe, nous demandaient quels étaient les bénéfices, quelles étaient les personnes auxquelles nous nous adressions, quelle était la situation, le contexte, pourquoi les services n'atteignaient pas certaines personnes, si les personnes bénéficiaires étaient vraiment malades, si elles recevaient leurs courses à temps, car en Inde, il y avait des organisations pour la distribution des courses et il fallait des personnes pour pouvoir faire cela et vendre et distribuer des courses pendant le confinement, pendant la pandémie. C'était des choses basiques
qui pouvait rendre la proposition plus créative ou non. Après la COVID et actuellement, nous arrivons à accueillir des fonds, mais il y a des personnes qui continuent de parler de la période du confinement, de la COVID, et c'est vrai qu'il y a certains pays où cela est encore présent, mais autrement, nous ne devons pas réécrire ou reparler de cela, car cela peut nous mener à un échec. Bien sûr, il y a des familles qui subissaient encore les conséquences et si ça, si c'est des personnes qui étaient consacrées aux soins, peut-être ils étaient plus vulnérables, mais nous ne devons pas reparler de cela, nous devons parler justement ou nous adresser aux personnes, aux bailleurs de fonds, sans répéter des choses qui ne sont plus d'actualité. Narayan, est-ce que tu souhaiterais partager avec nous une histoire d'échec? Oui, j'en ai plein à mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, permettez-moi de vous parler et de vous dire plutôt qu'un échec aujourd'hui peut être un succès demain. Peut-être cette fois-ci c'est un échec, mais la prochaine fois, cela pourrait être une réussite. Donc, ce que nous faisons est de demander aux bailleurs des fonds des commentaires, des observations que nous pourrions prendre en compte pour la prochaine fois. Nous écrivons toujours aux bailleurs des fonds. Parfois, il y a certains qui nous donnent des bons commentaires, qui nous aident beaucoup, et parfois, ce n'est pas le cas. Nous devons nous réunir avec l'équipe, avec les parties prenantes, avec toutes les personnes avec lesquelles nous pourrons discuter et pouvoir analyser la raison de cet échec. Comment pouvons-nous apprendre de cet échec pour une prochaine fois, pour une prochaine proposition? Et il ne faut pas oublier que l'échec, bien évidemment, euh, veut dire que nous perdons la possibilité d'avoir des ressources, des fonds. Mais si à partir de cet échec, nous pouvons développer des relations, des contacts, c'est quelque chose que nous pouvons saisir pour une prochaine fois. Nous devons apprendre à ajouter de la valeur à nos propositions et parfois nous souhaitons communiquer de différentes manières sur les réseaux sociaux, sur les médias. Et les donateurs, dans ces cas, pourront nous voir comme quelqu'un qui cherche un financement et aussi comme quelqu'un d'actif, proactif. L'échec peut avoir différents aspects et nous devons développer ces relations pour pouvoir avoir un impact dans ces rédactions. Donc, comme je disais, il faut revoir et voir s'il y a des leçons à apprendre. Nous pouvons demander des commentaires aux donateurs et aussi nous pouvons nous mettre en contact avec la communauté pour pouvoir ajouter de la valeur. Excellent. Alors, discuter, les commentaires est clé. Et nous passons à différentes questions du groupe maintenant. On a mentionné les relations dans plusieurs questions. Anne a posé une question, Shahina aussi. Je vais vous demander et j'aimerais d'inviter tous les présentateurs pour qu'ils partagent quelques conseils. Alors,
comment est-ce que vous développez des relations spécifiquement? Comment est-ce que vous trouvez des bailleurs de fonds internationaux? Et comment est-ce que vous créez cette relation quand il y a tellement de relations déjà établies, quand un bailleur de fonds a déjà créé des rapports qui sont déjà en train de fonctionner depuis des années? Est-ce qu'il y a des procédures que vous utilisez pour créer ces relations? Euh, Notre audience veut vous entendre. Comment est-ce que vous trouvez ces relations et comment vous les construisez? Je peux commencer. En donnant ma perspective, j'ai vu quelques questions par rapport à cela. Quoi faire quand un bailleur de fonds trouve une organisation et quand elle finance une organisation, non l'autre? Oui, il y a des fois que c'est une question de connexion et comme pour obtenir un emploi, il y a des fois où c'est comme le monde marche parce que vous connaissez quelqu'un, on va vous donner l'emploi et c'est une question, une réponse partielle, mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. C'est important de, de voir d'un point de vue plus autonomisé. Cela est important. Une organisation peut faire de plus. Et aussi, c'est une question de choix. Est-ce que vous vous dites, ah bon, le monde est injuste? Et c'est, oui, c'est vrai. Ou vous pouvez changer un peu votre attitude et votre approche et voir quoi d'autre vous pouvez faire parce que les choses changent tout le temps. Et s'il y a un bailleur de fonds va financer une organisation, cela ne veut pas dire qu'ils vont financer cette organisation pour tout le temps. Et les choses changent du point de vue de la philanthropie, de la manière dont on fait les choses. Alors, nous vivons dans un monde qui change tout le temps. Alors, les bailleurs de fonds cherchent des partenaires plus diversifiés, d'autres types de partenaires. Ça, c'est vrai aussi. Mais vous, comme en tant que nouvelle organisation, de créer des relations en du temps. Il est important d'avoir une bonne intention et de continuer à essayer et de faire attention aux bailleurs de fonds aussi. Vous pouvez contacter les bailleurs de fonds pour demander des conseils. Dans le début, vous pouvez demander si vous pouvez inclure l'organisation dans votre newsletter ou d'autres communications que vous partagez pour avoir un point de contact, pour commencer à parler avec le financeur. Vous pouvez demander des entretiens informels pour vous réunir, pour les inviter à vos propres événements. Cela est utile ou à d'autres activités que vous organisez. C'est bon de les inviter pour qu'ils apprennent de votre travail sur le terrain. Beaucoup de bailleurs de fonds sont ouverts à cela, spécialement ceux qui sont dans votre zone géographique. C'est difficile pour les partenaires internationaux, mais à niveau international, je suggère d'avoir des réseaux de bénévoles, par exemple des corps de paix, parce ils sauront qui a des réseaux internationaux dans votre réseau et ils vont vous aider à trouver d'autres réseaux. C'est important d'avoir des contacts avec des gens qui ne sont pas seulement dans votre domaine. Et je m'arrête ici. Excellent, les rapports. Quoi d'autre par rapport à conseil? Blessings? Oui, oui, allez-y. Je vais prendre Blessings parce qu'il a des expériences ici aux États-Unis et avec l'argent de PNUD. Il y a, il a parlé des relations qu'il a créées à Malawi, et ce qu'il a appris, et ce qu'il voit que c'est pères font pour partager ces rapports sur le terrain. Merci, Abby. Depuis mon expertise, nous avons fait ce contact à travers des ateliers auxquels nous assistions. C'est très important, comme on a déjà dit,
C'est important d'assister à des réunions, à des ateliers, des séminaires et après d'interagir et de faire des réseaux. Aussi, il faut être actif dans les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un, bailleur de fonds clés comme U- USAID ou d'autres, où il faut suivre les réseaux. Et on peut demander à partir de certaines subventions. Des fois, les organisateurs et bailleurs de fonds sont connectés dans un cercle en particulier. Je m'excuse par le bruit de fond et ils se connaissent les unes les autres. Si USAID finance une organisation, ils veulent connaître sur notre expérience. Est-ce qu'ils ont reçu une subvention d'un autre bailleur de fonds? En général, ils veulent le savoir. Ils vont connaître sur nos expériences antérieures si nous avons fait un bon travail, pas. Alors, je pense que pour garder une relation avec les bailleurs de fonds, il est important que la relation continue à s'accroître. Autrement, il est vraiment très difficile de faire notre travail. Avec USAID, j'ai travaillé dans une proposition et après, ils ont financé une autre institution, CIMIT et Face the Future. Mais At the Talk est une organisation de USAID qui donne les fonds. Et nous voulons savoir, beaucoup de fois, on veut savoir comment est-ce qu'ils ont demandé des subventions avant. Il y a des fois où nous avons besoin d'écrire une proposition et nous pouvons mettre le, le, le numéro d'identité que nous avons dans leur programme pour la proposition. Alors, si nous avons déjà reçu une subvention, nous sommes déjà dans leur base de données, dans leur plateforme. Je pense que c'est une manière. Merci beaucoup. Nous sommes vers la fin. Alors, cette relation est liée avec la possibilité de trouver des réseaux. S'il y a des ambassades dans votre pays, c'est un monde très, très petit, celui des organisations bailleurs de fonds. Les INSA mentionnés, USAID, les ONG, nous devons inviter les gens à s'engager, à rejoindre votre newsletter, s'inscrire. Nous devons tirer profit de ce réunions en présentiel et online, en ligne. Je veux maintenant inviter les présentateurs à donner leur phrase de clôture pour énergiser la conversation. Avant de le faire, il y avait beaucoup de bonnes questions. Il y a, il y a eu un webinaire antérieur qui était basé dans les recherches et dans les chiffres. Il y aura un webinaire sur le budget. Et dans ce regard, j'aimerais inviter les présentateurs pour qu'ils donnent leurs commentaires de clôture. Je voudrais remercier tout le monde pour s'avoir rejoint à cette réunion. Nous devons discuter. Il y aura beaucoup de chèques, mais c'est toujours important de célébrer les succès et continuer à collaborer, à trouver des manières de élargir nos réseaux. Nous allons maintenant attendre les commentaires de clôture. Christina, vous avez la parole. Bon succès. Nos organisations, comme j'ai dit,
dans mes commentaires d'ouverture, ont plein de questions à faire. Ils font le travail, la charge administrative. Alors, félicitations, ce n'est pas facile. Ce qui est important est de s'approcher et de construire des alliances. Nous devons dire que nous avons beaucoup à offrir et que nous pouvons offrir encore de plus. Il faut construire des relations réciproques. Il faut s'autonomiser, raconter nos histoires. Aussi, il faut avoir de l'empathie avec les organisations bailleurs de fonds parce que chacun a ses propres réalités et ses propres restrictions parce que nous vivons dans un monde qui est très imparfait et nous devons tenir compte de ça aussi. Nous devons essayer de résoudre des problèmes tout le temps avec les bases, mais aussi avec les organisations bailleurs de fonds. Blessings, ton mot de clôture. Merci. Ça a été une session merveilleuse. Je crois que j'ai beaucoup appris. Mes commentaires, pour finir, sont, nous devons continuer toujours. Il y a des fois où nous obtenons des commentaires négatifs, mais cela ne doit pas nécessairement être le cas. Nous devons tirer profit de ces commentaires et nous devons nous inscrire dans différents ateliers, formations, et cela nous aidera à connaître les organisations bailleurs de fonds qui commenceront à parler avec nous avant de nous donner le fonds, les subventions. Par exemple, assister une formation qui nous permet d'améliorer en termes de la rédaction de demandes de subvention. Alors, notre proposition est de continuer à améliorer, à nous former afin de être meilleurs. Merci, Karuna. Merci, Abby et chers collègues. Je pense que je veux me centrer à montrer la durabilité comme le premier élément. Il est important de montrer la durabilité. Je pense que les organisations bailleurs de fonds ou les parties intéressées que nous approchons apprécient toujours dans les résultats qu'ils vont avoir. Et si ces résultats seront durables, s'ils auront un impact durable. Un autre commentaire est que nous devons construire des relations et d'encourager les relations que nous avons construites dans le passé, mais aussi les nouvelles relations. Nous ne devons pas oublier ces relations que nous avons construites avant, que ce soit des institutions, des bailleurs de fonds, des petits, des grands. Nous devons les soigner tous et s'occuper de ces relations est important pour améliorer la rédaction des demandes de subventions. Cela nous amène à améliorer nos relations quand nous savons que construire, nous construisons ces relations et que nous savons où est-ce que nous voulons travailler. J'aimerais aussi ajouter brièvement que nous devons avoir un budget réaliste. Cela est essentiel aussi. Nous devons savoir combien nous aurons en termes de budget alloué et pour combien ça sera suffisant. C'est aussi très important. Merci beaucoup. Merci Karuna, Edgar, ami dans le chat. Le lien pour le prochain séminaire sur le budget. Narayan, au lieu d'inspirer les autres, je pense que vous êtes en train d'inspirer moi. Nous devons être fiers de ce que nous faisons et voir que quand nous cherchons des ressources, nous devons penser que ce sont
Les ressources, non. Les ressources ce sont nous-mêmes. C'est nous qui savons, qui sommes en contact avec la communauté. Nous devons promouvoir notre valeur telle qu'elle. Nous parlions de cultiver des relations pour obtenir des fonds. Mais mon dernier conseil est que collecter des fonds et collecter des amis. Nous devons continuer à collecter des amis. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Merci à nos orateurs. Merci à ceux qui ont pris le temps d'être aujourd'hui avec nous pour apprendre. Mon conseil est que nous réfléchissons à cette idée de l'amitié, des relations que nous devons développer, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez grâce à ces webinaires, aux réseaux sociaux, mais vous pouvez essayer de cultiver une relation en particulier. Soyez proactifs, réunissez-vous, prendre un café, discuter, que ce soit l'objectif de cette semaine et demandez un conseil. Demandez comment vous pouvez améliorer votre organisation. Merci beaucoup. Continuons ainsi et je vous souhaite une très bonne année 2024 avec beaucoup d'inspiration. Merci à nos intervenants. Merci Dave. Nous allons partager demain l'enregistrement avec tous les participants d'aujourd'hui et cela va être publié également sur la plateforme. Nous allons avoir une séance de questions et des réponses pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, nous allons continuer à être en contact. Excellente journée à vous tous et toutes. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à nos interprètes également.